Bonjour et bienvenue dans Actes Crime, le podcast qui décrypte les faits divers les plus marquants. Janvier 1918. Le soleil éclaire doucement les rives du Chao Phraya en Thaïlande. À Nonthaburi, tout près de Bangkok, la vie suit son rythme tranquille. Ce jour-là, comme souvent, des hommes pêchent au bord du fleuve, espérant ramener de quoi nourrir leur famille. Rien, absolument rien, ne laissait imaginer que leur après-midi allait basculer dans l'horreur. Soudain, l'une d'eux remarque une forme étrange qui flotte près d'un temple. Intrigués, les pêcheurs s'approchent. Ils tirent à plusieurs une lourde caisse de fèves couverte de rouille sur la berge. L'excitation monte. Certains murmurent qu'il s'agit peut-être d'un trésor oublié. Mais quand le couvercle cède, l'air se fige. À l'intérieur, le corps d'une femme découpé en 8 morceaux, membres ligotés, entrailles à demi sorties, un silence de mort. Certains fuient, d'autres courent à prévenir la police. Que s'est-il passé? Derrière un poutre postage. Les policiers arrivent rapidement. La scène est d'une violence inouïe. Le cadavre, enveloppé dans une moustiquaire, a été lesté de briques ou peut-être de blocs de bois pour l'empêcher de remonter à la surface. Mais qui est la victime? L'enquête piétine, aucune piste. Jusqu'à ce qu'un conducteur de pousse-pousse entre au commissariat et lâche une phrase qui va tout changer. J'ai été payé par Boon Pang pour jeter la caisse dans le fleuve. Enfin, la police tient un fil. Mais qui est Boon Pang? Comment un homme inconnu jusque-là aurait-il pu commettre un crime aussi atroce? Et surtout, pourquoi? Pour comprendre, il faut remonter 30 ans en arrière, dans un village isolé du nord-est de la Thaïlande, alors appelé Montong Loan, aujourd'hui Nakhon Phanom. C'est là, en 1890, que naît Bun Pang, fils d'un père chinois et d'une mère laotienne. Orphelin à 5 ans, il est recueilli par un couple âgé, Sukepian, et grandit à Bangkok, dans la pauvreté, mais entouré d'affection. Adolescent, Bun Pang ne passe pas inaperçu. Il est beau, charismatique, les femmes se retournent sur son passage. Mais il refuse d'aider ses grands-parents, préfère la facilité, la paresse. Peut-être, à force d'être choyé, n'a-t-il jamais appris à se débrouiller seul. Très vite, une passion inquiétante s'empare de lui, la magie noire. Près d'un temple, il s'initie au sortilège, au charme, au filtre d'amour, notamment la fameuse potion jumelle, censée rendre fou d'amour quiconque la boit. Il s'absente de plus en plus, marmonne des paroles étranges. Ses grands-parents, terrifiés, finissent par le chasser. Livré à lui-même, Bun Pang s'installe à Bangkok, dans le quartier de Banglo. Il vend ses services occultes, talismans, potions, rituels. À 20 ans, il devient moine au Wat Thep Khun Chan, un des plus anciens temples de la ville. Son aura attire les foules. Sa voix douce inspire confiance. Il devient une figure respectée, capable même de gagner de l'argent, tout en restant moine, un privilège rare. Mais derrière cette façade pieuse, la noirceur grandit. Bun Pang mêle magie noire et religion, promet aux fidèles, surtout aux femmes, de résoudre leurs peines de cœur grâce à ses filtres. Certaines issues de la haute société viennent la nuit au temple, espérant changer leur destin. Ce que personne ne sait, c'est que ces rituels incluent désormais des relations sexuelles, une transgression majeure pour un moine bouddhiste. Quand l'abbé découvre la vérité, il l'expulse. Mais Bun Pang ne s'avoue pas vaincu. Il se rend au Wat Sutat, temple prestigieux du centre de Bangkok. Malgré sa réputation sulfureuse, il obtient une seconde chance, mais retombe vite dans ses travers. Il ouvre un casino clandestin, multiplie les liaisons, continue à vendre ses potions, s'entoure de fidèles fascinés par son pouvoir. C'est dans ce climat trouble qu'il commet, selon ses propres aveux, son premier meurtre. Sa victime, Ni Liam, vendeur de bijoux venu lui proposer ses marchandises. Plutôt que d'acheter, Bun Pang décide de le tuer pour s'emparer de ses biens. Aidé de ses disciples, il découpe le corps, le place dans une caisse de fer, puis le fait transporter sur un pousse-pousse à travers la ville, avant de le jeter dans un canal. Mai 1917. Quand le coffre est retrouvé, la police est désemparée. Jamais un crime aussi macabre n'avait été recensé.
L'idée qu'un moine puisse en être l'auteur paraît inconcevable. C'est un fameux profonde event. Bunpang échappe à la justice. Ce meurtre marque le début d'une série noire. On estime qu'il a tué au moins 5 personnes, surtout des femmes fortunées venues solliciter ses services. Parmi elles, Prick, une jeune femme de 20 ans dont le corps démembré sera retrouvé dans le fleuve, c'est le point de départ de notre histoire. Prick, marié à un homme riche mais indifférent, veut reconquérir son époux, qui la délaisse pour une maîtresse. Elle entend parler de Bunpang, de ses pouvoirs, de ses potions, et va le voir, espérant sauver son mariage. Mais Bunpang, séduit non par sa beauté mais par sa fortune, l'attire dans une relation secrète. Prick tombe enceinte, persuadée que l'enfant est de Bunpang, et lui demande de prendre ses responsabilités. Mais lui, déjà tourné vers un autre avenir, ne veut pas de cet enfant. Prick devient un obstacle. Il lui envoie une lettre, prétextant vouloir lui rendre un collier, et lui donne rendez-vous. Elle s'y rend, confiante, peut-être encore pleine d'espoir. Ils discutent longuement, puis, alors qu'elle baisse la garde, Bunpang la saisit à la gorge et l'étrangle de ses mains nues. Il découpe ensuite son corps, l'enveloppe dans une moustiquaire, le place dans une caisse de fer lestée de briques, et demande à ses 2 disciples, Chéran et Charowan, de l'aider à se débarrasser du corps. Le trio transporte la caisse sur 20 kilomètres, jusqu'à un temple isolé au bord du fleuve, pensant que le courant emportera à jamais leur secret. Mais le destin en décide autrement. Quelques jours plus tard, la caisse refait surface, et le crime éclate au grand jour. L'enquête, d'abord sans issue, prend un tournant décisif quand la police publie la description de la victime. Une femme, en larmes, reconnaît sa fille Prick et évoque le nom de Bunpang, dont elle a entendu parler à travers des rumeurs sur ses pratiques douteuses. La police s'intéresse alors de près à l'ancien moine, mais il nie tout. Ce n'est qu'après un nouvel appel à témoins qu'un de ses disciples, Shan, avoue avoir aidé à jeter la caisse dans le fleuve et révèle que ce n'était pas la première fois que Bunpang tuait. Le 14 janvier 1918, alors que Bunpang s'apprête à se marier, la police surgit en pleine cérémonie et l'arrête devant des invités médusés. Son visage reste impassible, sans la moindre trace de remords, comme si la mort de Prick, pourtant enceinte de lui, n'avait aucune importance. En garde à vue, il finit par avouer le meurtre de Niliam. Les enquêteurs, désormais convaincus d'avoir affaire à un tueur en série, relient à lui plusieurs disparitions, surtout de femmes qui avaient eu une liaison avec lui. À chaque fois, le même scénario. La victime disparaît, puis une caisse de fer est retrouvée quelque temps plus tard dans un canal. Des témoins affirment même avoir vu jusqu'à 7 coffres dans la chambre de Bunpang, tous disparus au fil du temps, un pour chaque victime présumée. Pourtant, jusqu'au bout, il n'avouera que 2 meurtres. Le procès, dont il ne reste que peu de traces, s'achève sur une condamnation à mort. Le 19 août 1919, Bunpang est exécuté publiquement, décapité devant une foule silencieuse. Attaché à un poteau de bois, il assiste sans broncher à la danse rituelle de l'exécuteur, sabre à la main. Mais au moment fatidique, la lame, pourtant affûtée, glisse sur sa nuque sans l'entamer. L'exécuteur remarque alors que Bunpang marmonne des paroles mystérieuses. Il s'approche, lui intime de retirer ce qui le protège, et Bunpang crache une petite amulette noire en forme de Bouddha. La protection ôtée, la seconde tentative tranche net sa tête. Le sang jaillit, et certains jurent avoir vu ses lèvres bouger encore, comme s'il prononçait une ultime incantation. Après sa mort, son corps est enterré près du canal Sansai, au Wat Pasi. Les coffres ayant servi à dissimuler les corps seraient, selon la rumeur, enfouis sous le temple. Peu à peu, la peur laisse place à une forme de respect mêlé de crainte. Un autel est érigé à sa mémoire, non pour honorer ses crimes, mais pour apaiser son esprit, éviter qu'il ne sème la malédiction. Dans la tradition thaïlandaise, on croit que les âmes mortes dans la violence ou avec des comptes non réglés peuvent devenir vengeresses, offrir des présents, bâtir des sanctuaires. C'est tenter de transformer un fantôme redouté en protecteur bienveillant. Avec le temps, Bunpang devient une légende, surnommé Oncle Bunpang. Il inspire des contes, des films, des récits populaires, comme le long métrage de Black Coffin, sorti en 2015. Certains affirment que son esprit protège désormais le quartier,
D'autres ressentent encore un frisson en passant devant son hôtel, persuadés d'être observés. Mais derrière la légende, il reste de nombreuses zones d'ombre. Combien de victimes a-t-il vraiment fait disparaître? Comment un homme censé incarner la sagesse et la vertu a-t-il pu commettre de tels actes sous le couvert de la religion? 7 coffres auraient été vus dans sa chambre, mais seuls 2 noms ont traversé le temps. Les autres, sans doute, resteront à jamais inconnus. Ce dossier interroge comment la peur et la croyance peuvent être instrumentalisées par ceux qui détiennent le pouvoir. Pourquoi certains se tournent-ils vers des pratiques occultes? Et comment une communauté tente-t-elle de surmonter un crime mêlant spiritualité, confiance et violence? L'histoire de Banpong, ce n'est pas seulement celle d'un tueur, c'est aussi celle d'une société fascinée par les apparences et vulnérable à ceux qui savent les manipuler. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Crime.